Bonjour chers téléspectateurs, merci de rester fidèles dans votre émission All Africa. Aujourd'hui nous recevons pour vous le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS Kibasa, le président de Sikobi, le président du Fondation Kibasa, le fils de Kibasa Maliba, l'emblématique figure de l'opposition du temps de Mobutu à l'époque du Zaïre. Les lions de Katanga, on l'appelle Raphaël Kibasa Maliba. Bonjour. Bonjour, Madame Nia. Comment allez-vous, monsieur? Je me porte très bien, surtout qu'actuellement, il y a un beau soleil à Paris, donc on essaie d'en profiter le mieux possible. Merci. Alors, on va aller droit vers le but. Pourquoi l'UDPS réunifiée, monsieur? Mais je suis très enchanté de savoir que finalement, vous allez tout de suite dans la vision que je soutiens, celui de revoir ce grand parti qui est l'UDPS, donc l'Union pour la démocratie et le progrès social, Oui. s'est retrouvé dans une véritable synergie d'unité qui est la réunification. Pourquoi est-ce qu'on dit réunification? Au fait, la réalité, c'est que l'UDPS a toujours été créé comme un seul parti politique. Oui. Depuis les années 82, à l'époque de Mobutu, nous reconnaissons que les pères fondateurs de l'UDPS, lorsqu'ils ont créé ce parti, comme nous le savons, l'objectif c'était d'apporter un état de droit, surtout apporter à la population congolaise le bien-être que mérite un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais en l'occurrence. Alors, malheureusement, pour des ambitions de certaines personnalités politiques, vous savez, en politique, il y a toujours des ambitions, des fois des ambitions qui dépassent les normes réglementaires de certains partis. Malheureusement, en 1995, il y a eu cession de l'UDPS. Il y a eu une UDPS qui s'appelait UDPS dite orthodoxe et radicale, qui était l'UDPS qui a regroupé les amis et frères du fondateur Tshisekedi. Et ils ont décidé, en ce moment-là, vu que les enjeux politiques à l'époque du Zaïre étaient d'une telle importance qu'ils ont décidé de créer leur UDPS. C'est ça qu'ils appellent l'UDPS orthodoxe et radicale. Malheureusement pour la continuité de ce parti, les fondateurs de ce parti ont créé le conclave de Bondeko. C'est toujours dans la même période pour essayer de régler ce problème de leadership. Excusez-moi, mais vous essayez de nous dire que l'UDPS que tout le monde connaît, que je connais, l'UDPS est éclaté en trois parties. Non, en deux parties. En deux parties, parce qu'il y a l'UDPS unifié, l'UDPS de Tshisekedi Mulumba, il y a l'UDPS orthodoxe, je veux dire, il y en a trois là. Non, voilà. Et d'ailleurs, ça tombe très bien que nous en parlons aujourd'hui. Parce que lorsque vous m'avez invité, j'étais persuadé que l'invitation était partie d'abord sur ma vision, sur ce qui se passe dans le pays et surtout pour mes activités, mes différentes activités et mon apport dans l'émergence de notre pays. Mais ça tombe bien qu'on parle de ce problème qui est au cœur d'ailleurs d'actualité politique, parce que nous avons bien vu l'arrivée du fondateur Tshisekedi au pays et il y a de quoi en parler. Au fait, la réalité c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 UDPS. Il n'y a qu'un seul UDPS. Sauf que ce seul UDPS s'est scindé en deux, comme je vous le disais dès le début. Au fait, pour être un peu plus dans les détails, en 1994, le collège de fondateurs se sont réunis au conclave de Bondeko pour essayer de créer un leadership au niveau national et au niveau international, c'est-à-dire élire un président national. Et ils ont décidé, tous ces fondateurs qui ont créé l'UDPS, d'élire Kibasa Maliba, Frédéric Kibasa Maliba, comme président national qui conduirait le parti au niveau national et au niveau international. Okay. À partir de ce moment-là, il y a eu un courant, c'est-à-dire les frères et amis sympathisants du fondateur Tshisekedi, qui ont décidé, eux, de pouvoir créer si vous voulez, un regroupement des Tshisekedistes qui soutenaient plutôt la présidence de Tshisekedistes au niveau du parti. Et c'est ainsi qu'en 1995, ils ont créé l'UDPS orthodoxe et radical. Mais ce parti n'était pas enregistré au niveau national. Donc l'UDPS, tel que conduit par le fondateur historique,
est resté le même UDPS. C'est pour cela que, quelque part, je répète ici qu'il n'y a jamais eu 10 000 UDPS. Il y a toujours eu ce même UDPS. Sauf que, après cette création, après cette session, c'est-à-dire que les autres se sont retirés parce qu'il y avait d'autres fondateurs qui ont suivi le fondateur Tshisekedi. Ils se sont retirés de la base même de l'UDPS, c'est-à-dire des règles du parti. Et ils ont créé ce courant de l'UDPS. Ce courant s'est extériorisé. Donc tout de suite, l'information est partie au niveau extérieur. Et les membres de l'UDPS à l'extérieur ont commencé aussi à suivre ce courant. Ce qui fait que l'UDPS, dans sa base, avec ses règles, avec son statut, est resté à Kinshasa et conduit par son président national. Jusqu'à ce que nous arrivons jusqu'à l'arrivée de Musée Laurent Désiré Kabila. Et là, nous sommes 2 ans après la session de l'UDPS, de deux UDPS. En 1997, Musée arrive, il trouve cette session de l'UDPS. Alors, il demande à qui dois-je m'adresser? On lui a expliqué que le siège et la base de l'UDPS se trouvent à Limité dans la 2e rue. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce siège existe. Oui. Et c'est ainsi qu'il est parti voir Kibasa Maliba pour essayer de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Parce que nous avons combattu un régime, ce régime est tombé, comme on le dit aussi clairement, et le régime de Mobutu, et il était tout à fait normal que ce nouveau pouvoir qui venait avec les armes, que nous puissions cohabiter pour reconstruire notre pays. Parce que l'objectif d'un parti politique, ce n'est pas de demeurer dans l'opposition. L'objectif d'un parti politique, c'est d'aller conquérir le pouvoir, afin d'y apporter ses idéaux et ses projets de société à la population. Voilà pourquoi est-ce que l'UDPS, dite aujourd'hui Kibasa, s'est retrouvée dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Voilà. Donc mais vous parliez de fondateurs. Qui sont-ils, ces fondateurs? Qui sont-ils? Sont où aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'UDPS, on voit que Tshisekedi Mulumba. Oui. Alors, pendant qu'en 1900, je ne sais pas, ça doit être dans le 80 ou autre, je n'ai pas la date précise, oui. On voyait un autre visage. Exactement. Messieurs Kibasa Maliba, qui était comme le grand président national. Le chef de... Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, véritablement. D'abord, votre question est basée sur l'existence de ce fondateur. Est-ce qu'ils existent encore? Effectivement, ces fondateurs existent. Lorsqu'ils ont créé l'UDPS en 82, comme je vous l'ai dit, il y avait 13 parlementaires. Dans ces 13 parlementaires, il y avait Kibasa Maliba aussi, qui n'était pas parlementaire, mais qui était commissaire politique. Donc, c'était une haute personnalité par rapport aux députés qui étaient des parlementaires. Ce dernier a été, dès la création, élu comme président national de l'UDPS, depuis déjà la création. Et aujourd'hui, Kibasa n'étant plus, puisqu'il est mort en 2003, empoisonné à Sainte-City. Moi, j'aime bien le préciser parce que beaucoup ne le savent pas. Kibasa Maliba il a piqué sa première crise d'empoisonnement à Sainte-City pendant les dialogues intercongolais. Et il est venu se faire soigner au niveau de la Belgique et il en est mort le 4 avril 2003. Bon, ça c'est une parenthèse. Et à part Kibasa Maliba qui est mort, il y a des fondateurs qui ont aussi, avant Kibasa, qui se sont retrouvés dans la maladie et malheureusement qui ont été aussi décédés, qui sont décédés. Mais aujourd'hui, il y a encore 5 fondateurs parmi les 13 parlementaires. Ça, c'est très important de le savoir. Okay. Il y a le fondateur Lumbu Maloba, qui est aujourd'hui le président national de l'UDPS, dit Kibasa. D'ailleurs, j'en parlerai. Pourquoi je dis dit Kibasa? Il y a le fondateur historique, le fondateur Lusanga Ngele. Je suis vraiment désolé d'avoir pris du temps pour citer son nom. Il y a le fondateur Mukoko qui est encore présent, qui est vivant. Il y a le fondateur Kwedi qui est encore vivant. Il y a le fondateur Kapita qui est encore vivant. Et enfin, le fondateur Tshisekedi qui est encore vivant. Donc voilà, nous avons 6 fondateurs comme ça qui sont vivants. Et il était important, pour revenir à votre question, il était important que parmi les enfants de ces fondateurs, parmi les enfants de l'UDPS,
qu'il y ait des gens qui puissent penser à cette réunification afin de remettre la famille d'abord dans cette unité et pour aller à la conquête du pouvoir. Donc vraiment, ces fondateurs existent. Nous avons travaillé, d'ailleurs je complète votre question, nous avons travaillé avec ces fondateurs dans la démarche de la réunification. C'est pour cela que j'ai mis en place avec des amis de l'El Kibasa, de l'El Tshisekedi, nous avons créé ce qu'on appelle la dynamique de l'UDPS réunifiée. Notre objectif, c'était de pousser ces fondateurs à leur responsabilité, les amener à se dire que si vraiment ils ont créé ce parti pour le bien-être du Congo, il faudrait à un moment ou à un autre qu'ils dépassent leurs émotions, qu'ils dépassent leurs intérêts pour pouvoir justement apporter le bien-être de ce pays. Donc la réunification est une solution qui permettrait l'UDPS réellement de gérer le pouvoir de demain. En parlant de la réunification, vous parlez de base. Quelles sont les valeurs de l'UDPS en soi, El Kibasa ou UDPS en un mot? Nous sommes dans une vision de progrès social, surtout dans une situation dans laquelle notre pays est actuellement plongé, où on voit bien que le degré de la situation sociale est catastrophique au Congo. Il était tout à fait normal déjà, il y a 34 ans, l'UDPS avait déjà vu ce besoin du peuple congolais. Donc, la vision et les valeurs de l'UDPS sont basées sur un état de droit, c'est-à-dire que la mise en place d'un état de droit dans une démocratie réelle pour justement permettre au peuple congolais d'avancer. Je ne vous parlerai pas ici de notre projet de société parce qu'il y a plusieurs pages, mais la réalité pour parler de base, c'est ça. C'est le débat d'idées, c'est la diversité d'intelligence. C'est ça qui fait que l'UDPS est un véritable parti démocratique. Mais les gens qui dirigent aujourd'hui l'UDPS est encore à remettre en question. Mais ça, c'est un autre débat et on aura l'occasion d'approfondir. C'est notre débat, mais pourquoi on vous appelle les lions de Katanga? Vous êtes l'héritier ou vous incarnez votre père ou parce qu'on l'appelait à l'époque aussi les lions de Katanga. Oui, pourquoi aujourd'hui Raphaël Kibasa Maliba s'appelle les lions de Katanga? Oui, ce qui est vrai, c'est que le lion du Katanga, à mon sens, c'est déjà un état d'esprit. Hein, il faut connaître l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on appelait Kibasa Maliba le lion du Katanga? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'esprit du lion du Katanga m'anime? C'est que la réalité est que, j'en profiterai pour vous parler aussi d'une histoire. Je suis parti dernièrement avec mes frères au village de mon père dans le sud du Katanga, pour essayer de leur apporter justement la nouvelle de la mort de mon père en 2004. Nous avons fait ça en 2005, effectivement. Arrivé là-bas, le village était très émotionné de nous recevoir. C'était la première fois qu'ils voyaient les enfants de Kibasa Maliba venir au village. Arrivés, ils nous ont bien reçus, mais ils étaient assez inquiets. Ils se sont dit, mais quel esprit vous amène ici? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous vous retrouvons ici? Alors, ils étaient inquiets. À un moment ou à un autre, nous avons fini par leur faire comprendre que nous sommes venus annoncer, ou bien du moins partager avec vous, la disparition de notre père qui est votre frère. Alors, il y a une grande mère du village qui sort par l'arrière et qui dit à haute voix, c'est l'esprit Kibasa Maliba qui les a envoyés. C'est l'esprit du lion qui les a envoyés. Et tout le village était tout silencieux. Et moi-même, j'étais assez impressionné. Alors j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de l'esprit Kibasa? Donc c'est là où vous êtes... Donc c'est véritablement un état d'esprit. Voilà. Okay. Donc vraiment, le lion du Katanga, c'est un état d'esprit. Alors, Raphaël Kibasa Maliba, l'unificateur. Oui. Raphaël plutôt Kibasa Maliba, le deuxième Kibasa Maliba. Ou c'est quoi votre démarche politique? Non. Mais dans les Kibasa Maliba, je ne pense pas qu'ici, dans les Kibasa Maliba, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième. Kibasa Maliba, c'est toute une histoire, c'est une famille d'abord. Mon arrière-grand-père fait partie des premiers, ceux qu'on appelait les nobles, hein, à l'époque de la colonisation et le reste. Donc la famille, c'est une grande famille. Déjà, mon père a eu 14 enfants biologiques. Et puis, il en a eu plusieurs parce que finalement, tous les enfants étaient ses enfants. D'ailleurs, la preuve en est que
Nous avons grandi avec nos cousines, nos cousins, que je ne peux considérer si comme des cousins, cousines. Donc c'est vraiment une grande famille déjà à la base. Et puis, être Kibasa Maliba, ce n'est pas forcément un produit à vendre. Non. C'est expliquer quel était le combat de Frédéric Kibasa Maliba pour la démocratie au Congo. C'est ça le plus important. Qui est devenu votre combat? Aujourd'hui, nous le portons légitimement, parce que la réalité, c'est quoi? C'est que nous avions aussi eu l'impression qu'à un moment donné dans l'histoire du Congo, dans la lutte politique, les gens du pouvoir, hein, que ce soit celui de Mobutu, que ce soit celui de Kabila, ont voulu faire disparaître l'existence, l'histoire de Kibasa Maliba. Alors qu'en réalité, cette histoire apporte un plus dans notre pays, dans la construction du Congo nouveau. Donc, d'ailleurs, j'ai une anecdote, enfin, du moins, je peux vous parler d'une histoire à l'époque de Mobutu. Beaucoup ne savent pas que la famille Kibasa Maliba a été attaquée directement dans notre domicile. En 1993, nous avons subi l'attaque directe du président Mobutu, du dictateur Mobutu, paix à son homme, hein, parce que vous savez, Mobutu n'a pas amené que du mal au Congo. Hein. Moi, je pense encore au projet du manifeste de Lansele, et puis cette unité, et puis cette arrogance qu'il avait dans la conduite de la classe politique. Mais nous avons subi cette attaque. Et dans cette attaque, on a perdu notre grand frère dans cette attaque, qui a été mort, brûlé vif dans cette attaque. Et cette attaque visait non seulement l'élimination physique de Kibasa Maliba, mais cette attaque visait les enfants de Kibasa Maliba. Donc, vous voyez que depuis un moment, depuis plus de 34 ans, depuis plus de 35 ans, il y a un acharnement sur un certain pouvoir au Congo contre la famille Kibasa Maliba. Mais Dieu fait en sorte que nous puissions toujours être là et à défendre les valeurs dont je vous ai cité tout à l'heure. En vivant cela, donc vous sentez, lorsqu'on parle du Congo, à l'époque on parlait d'Isaïr, vous sentez, quand on parle de l'histoire du Congo, vous sentez directement interpellé, que vous faites partie de cette histoire Congo. Quand on parle de Congo, donc vous voyez que voilà, je suis Congo ou je sais pas. Non, déjà du fait que je suis Congolais, ça ne peut que m'interpeller, parce que c'est ma terre patrie, c'est là d'où je viens, c'est mon identité, c'est mon être aussi, c'est mon être, la raison de mon existence. Non, de par la perte de votre frère. C'est vrai que nous avons payé un prix. C'est vrai que la famille Kibasa a payé un prix. Il est vrai que quand on voit son frère, vous savez, quand vous avez vécu ça, on vous aurait raconté ça, c'est autre chose. Mais quand vous avez vécu ça vous-même dans cette maison, parce que quand nous avez attaqué, nous étions, nous, les enfants, notre maman et papa à la maison. C'est-à-dire qu'on a attaqué la famille. On nous a attaqué à la roquette, on a tiré sur nous, il y a eu des blessés. Moi, je suis venu ici en Europe avec mes frères et sœurs. Nous étions complètement blessés. Bon, quand vous avez vu votre frère mourir calciné, votre grand frère, vous l'avez vu, vous avez vécu ça. Quand vous avez vu votre papa donner toute sa vie et son existence pour le bien-être du peuple congolais, et qu'il soit même tué, puisque moi je le répète, le fait qu'il ait été empoisonné, c'est encore une autre forme de perte au sein de la famille. Et quand vous avez vécu ça, vous ne pouvez pas rester indifférent sur ce qui se passe au pays. Donc, je me sens non seulement concerné, mais je me dois d'être impliqué dans ce qui se passe. Vous savez, dans ce qui se passe. Vous savez, depuis que je suis arrivé ici en Europe, ça fait plus de 12 ans que je suis dans mes activités économiques. Grâce à Dieu, j'ai réussi à créer des entreprises. Je suis un entrepreneur. J'ai réussi à créer des entreprises. D'accord. J'ai réussi à créer des entreprises en Afrique. J'ai fait des activités économiques. Je faisais mes affaires et tout ça. Mais, un moment ou un autre, l'histoire vous rappelle à votre responsabilité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'accepte de m'engager dans cette démarche. C'est depuis le mois de mai de l'année dernière que j'ai été proposé et nommé, du moins par les fondateurs historiques du parti, comme secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, dite Kibasa. Mais bien avant cela, j'ai été déjà côtoyé
par des hommes politiques du pays. Je me rappelle encore jusqu'aujourd'hui, le président de l'Union nationale des nationalistes me promet, enfin du moins pour lui, avait toujours cette proposition de me voir dans la vice-présidence de son parti, qui est la fille. Hein, c'est aussi la fille de l'UDPS. Donc ce sont des membres de l'UDPS qui ont quitté l'UDPS et qui ont créé leur parti. Donc je me suis senti dans le devoir de pouvoir apporter mon édifice pour que ce pays puisse aller vers une émergence. Vous vous êtes senti très bien entendu, chers téléspectateurs, interpellé par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que les combats menés par votre père est respecté aujourd'hui au sein de l'UDPS, parce que vous connaissez bien les valeurs de l'UDPS, ce qui fait même la base. Vous pensez que ces combats-là sont respectés? C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'espère pas qu'on puisse respecter le combat de Kibasa Maliba. Parce que c'était de voir un état de droit, c'était de voir un peuple, je dirais, le pays, la République démocratique du Congo, actuellement appelée la République démocratique du Congo à l'époque de Mobutu, Zaïre, être restauré, oui, et que le peuple puisse manger à sa faim. C'était son combat. Maintenant, est-ce que l'IDPS aujourd'hui, en gros, l'IDPS, ce combat que M. Kibasa Maliba mené avec son cœur est respecté? Donc, comme je vous l'ai dit, je n'espère pas qu'on respecte seulement le combat de Kibasa Maliba. Moi, c'est que j'aimerais qu'on se souvienne de l'exemple du comportement de Kibasa Maliba. C'est lui qui avait cette volonté politique de pouvoir travailler pour l'intérêt général du parti et du peuple. Voilà, je pense qu'il est bon de copier ces genres de modèles que de pouvoir se figer sur la personne tout simplement et de pouvoir chercher à ce qu'on puisse reconnaître le travail que Kibasa fait. Ce n'est pas à mon devoir de le faire, c'est au peuple et aux membres de l'UDPS de se reconnaître dans ces valeurs que portait l'UDPS. Mais aujourd'hui, pour répondre de manière claire à votre question, aujourd'hui, je me rends compte que les valeurs de l'UDPS ne sont pas respectées par les dirigeants de ce parti, par certains de ces dirigeants de ce parti. Parce que je vais vous donner un exemple très clair. Le président national de l'UDPS, dit Kibasa, Lumbu Maloba, aujourd'hui porte avec lui cette démarche de réunification. C'est qu'il y a une preuve de la continuité de valeurs de l'UDPS, c'est-à-dire le U, qui est l'union. Hein, donc je l'en félicite. Mais je trouve ça dommage. Du côté de notre frère fondateur et papa Tshisekedi, il n'y a pas cette volonté de réunification. On est plutôt apparemment à l'aise de voir que les deux UDPS existent de manière officielle. Parce que je vous l'ai dit, au Congo, officiellement, il y a deux UDPS. Il y a l'UDPS qu'on appelle El Kibasa et l'UDPS El Tshisekedi. Ce n'est pas correct de continuer dans cet élan et de prétendre avoir la capacité de gérer un grand pays qui est dans la voie d'une balkanisation et tout en ayant votre propre famille politique divisée. Non, ça c'est inacceptable. Donc à mon sens, ce qui est très important, c'est que nous puissions garder d'abord les valeurs de ce parti. Et qu'on puisse, d'abord, la première valeur qui est la première dénomination de ce parti, c'est l'unité. Et dans un pays où le Congo a besoin d'aujourd'hui d'unité, il est très important de revenir sur cette première valeur. Parler de la trahison de certains leaders au sein de l'UDPS, qu'entendez-vous parler de la trahison? Je n'aime pas utiliser le mot trahison, parce que je suppose que c'est une manière de comportement égoïste déjà, parce que qui n'est pas traître de lui-même, déjà ça c'est une chose. Non, je ne peux me permettre de parler de trahison. Par contre, je peux révéler à mon peuple ou aux membres de mon parti qu'il y a un comportement inacceptable au sein du parti. Dans ce cas-là, chacun est libre de penser si c'est une trahison ou des erreurs. À mon sens, je pense que ce sont des erreurs. Parce que l'être humain a droit à faire des erreurs. Enfin, ça arrive qu'on fasse des erreurs. Mais les erreurs sont faites, voilà. Les erreurs sont faites pour être corrigées. On ne peut pas faire des erreurs pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Il est inacceptable de demeurer dans les erreurs. C'est pour cela qu'à un moment donné, que ce soit les parents, que ce soit les aînés, que ce soit nos frères, nous devons les ramener à la raison. C'est dans ce sens-là que je pense que ce sont des erreurs qu'il faut corriger au sein de l'UDPS. Alors, dans votre démarche de la réunification, quelles sont les étapes pour y arriver à ces valeurs? Très bien, très bien. Alors, les premières étapes
D'abord, c'est de se rendre compte que la réalité est qu'il y a deux UDPS. Ça, c'est la première chose. Il faut que chacun d'entre nous accepte cette évidence. Parce que nous connaissons l'histoire. Aujourd'hui, je ne veux pas dévaliser la réalité de ce qui s'est passé à cause de cette division. Moi, je pense qu'il fallait créer des dynamiques comme celle que j'ai mis en place. La dynamique de l'UDPS réunifiée. Dans cette dynamique, permettre, c'est-à-dire créer un espace qui permet qu'à chacun qui pense que la valeur de l'unité de l'UDPS est encore quelque chose de sacré, qui viennent donner leur intelligence, leur pensée, leur coup de main pour attirer ou pousser tout le monde à cette unité du parti. Voilà la première proposition que moi j'ai faite en mettant en place la dure dynamique de l'UDPS réunifiée. Donc, ça, c'est une chose. Dans cette dynamique, nous avons contacté ceux qui ont créé ce parti, c'est-à-dire les 13 qui restent, donc les 6 des 13 qui restent. Nous les avons contactés. Nous les avons soumis notre projet de réunification. Et nous leur avons demandé d'ailleurs même de nous soutenir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le fondateur Lusanga a signé un papier pour dire que nous voulons la réunification de ce parti. Le fondateur Lumbu a signé un papier aussi à la dure pour dire qu'il veut aussi la réunification. Le fondateur Okwedi, le fondateur Mukoka, le fondateur Kapita. Il n'est resté plus que le fondateur Tshisekedi. Pour que nous puissions ramener l'UDPS à cette fameuse réunification, aux valeurs qui représentent l'UDPS. Alors, monsieur, dites aux chers téléspectateurs qui vous suivent, vous amenez un vent nouveau au sein de l'UDPS où vous restez sous le même base de l'unification et autres, où vraiment vous amenez un vent nouveau parce que vous êtes jeune, vous êtes le fils de Kibasa Maliba et on voit le Félix Tshisekedi, on voit plusieurs fils de, comme on disait chez nous à Kinshasa, Banaya. Maintenant, vous amenez un vent nouveau où vous restez que sous ces bases-là. Je pense qu'il faut moderniser les choses. Il faut moderniser le parti. Il faut permettre à la génération qui est là, qui est d'ailleurs majoritaire dans ce parti, de prendre place aussi. Il faut créer de leadership dans ce parti. On n'a pas besoin seulement de s'appeler Kibasa Maliba, on n'a pas besoin de s'appeler Lusanga, on n'a pas besoin de s'appeler Tshisekedi pour demeurer à la tête de ce parti. Non, il y a des compétences. Moi, je suis allez, pousser même à la jeunesse. Dans une politique de la méritocratie. Il faut moderniser ce parti. Ce parti est issu d'une époque qui était déjà cette époque de Mobutu, le combat sur la dictature de Mobutu. Maintenant, il y a une autre république qui est en place. Il faut aussi s'adapter à cette époque. Et cette république, vous voyez à la tête de l'État, nous avons un jeune. Ce n'est pas quelqu'un qui a 70 ans ou plus, mais c'est un jeune. Pourquoi pas aussi favoriser la jeunesse dans l'UDPS? Moi, je vais pour la méritocratie parce que je me dis, il y a des gens qui méritent d'être à la tête de ce parti. Il y a des talents dans ce parti. Il y a des talents dans le peuple congolais. L'UDPS est un parti du peuple. Nous l'avons dit depuis le début et véritablement nous le prouvons. Quand on voit le fondateur Tshisekedi se faire recevoir par des millions de Congolais, mais ce n'est pas parce qu'il est Tshisekedi, c'est d'abord parce qu'il représente des valeurs, qui représente l'UDPS, qui a fait tant rêver le peuple congolais, qui a tant promis au peuple congolais. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut donner la chance à d'autres, à la nouvelle génération, à la jeunesse. Il faut donner la chance aux talents pour que justement ce parti puisse avoir de l'avenir. Donc je pense que l'idée, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un magazine qui m'a posé la même question, Banaya, les enfants d'eux, et finalement, quand est-ce qu'on verra les enfants de Kibasa? Non, moi je crois que, en tout cas, en ma personne, moi je travaille avec des talentueux, avec des gens qui veulent travailler, avec des ambitieux. Et mon idée, c'est que dans l'UDPS, il faut qu'il y ait des leaders, il faut qu'il y ait des dizaines, de vingtaines de leaders, comme on le voit dans des grands partis, pas seulement les enfants d'eux. Vous parlez tout à l'heure du jeune président Joseph Kabila qui vit dans l'opulence, son gouvernement et lui-même qui vit dans l'opulence, pendant que le peuple lambda sont vraiment délaissés à eux-mêmes. Quelle est votre réaction, votre positionnement par rapport à cette... Mais comment
comment voulez-vous que je dise le contraire de la réalité que nous vivons au Congo? Il y a une misère inacceptable au Congo, nous le savons. Des gens meurent par manque de nourriture dans un pays aussi riche que le Congo. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, que nous vivons dans la gestion de ce système. Et nous ne sommes plus d'accord avec ce système. J'aime pas faire les guerres ou bien les attaques personnelles. Mais moi, je parle de ce pouvoir qui est en place. Ce pouvoir a failli à toutes ses responsabilités. Je n'ai jamais vu un peuple qui soit aussi humilié qu'aujourd'hui comme le peuple congolais. Nous le voyons se faire chasser au monde entier. On le voit se faire massacrer dans le monde entier. On le voit se faire humilier dans le monde entier. Mais ce pouvoir reste indifférent. Comment est-ce qu'on peut être à la tête d'un pays et rester indifférent de voir le sang de ce peuple couler et dire que nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une nouvelle démocratie, mais c'est une illusion. Moi, je crois que ce pouvoir doit absolument quitter ce pays. Enfin, du moins, on doit changer de pouvoir. Parce que quand on parle de quitter, c'est quitter la gestion de ce pouvoir. Puisque beaucoup de gens disent, oui, il y a des étrangers chez nous, oui, mais nous sommes appelés, nous sommes un grand pays, nous sommes appelés à travailler avec ces étrangers. Mais il ne faudrait pas que ces étrangers, justement, viennent nous accaparer de nos biens. Il ne faudrait pas que ces étrangers, justement, viennent nous massacrer dans notre propre pays. Si nous pouvons faire des échanges, comme je le fais avec la coopération de chambres de commerce du bassin du fleuve Congo, je regroupe l'ensemble des entreprises des 10 pays du bassin du fleuve Congo et 9 entourent le Congo. Donc j'ai l'habitude d'échanger avec ces gens. Mais qu'est-ce que ces voisins veulent? Ils veulent que nous puissions faire justement des échanges économiques et culturels. Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, bon, on va dire les choses, qui fait que les Rwandais, ça ne marche pas avec le Congolais, le Burundi et autres, pendant que vous êtes quand même au centre, je dirais, comme un ambassadeur itinéraire de toutes ces personnes-là dans le cadre d'entrepreneuriat, mais pendant que sur le plan sécuritaire, ça laisse à désirer. C'est quoi le problème? Je crois que c'est aussi une manifestation d'observation de l'irresponsabilité de nos dirigeants actuels. Les voisins se rendent compte qu'on peut rentrer au Congo, cueillir une mangue, sortir sans payer des taxes, sans même demander la permission. Aujourd'hui, ils cueillent une mangue. Demain, ils viennent, ils plantent leurs plantes. Et le lendemain, ils viennent, ils habitent. Donc, c'est la mégestion qui a permis justement que tous nos voisins, en tout cas du moins ceux qui nous violent jusqu'à aller à nous éliminer, s'est donné cette autorisation. Parce que l'État n'est pas responsable de notre frontière. L'État n'est pas responsable dans les échanges avec ces pays voisins. Moi qui suis dans les échanges économiques avec eux, mais je vous assure, moi je découvre des personnes intelligentes. Burundi, Ouganda, Rwanda, tous ces gens-là, il y a des entrepreneurs qui ont vraiment le souci de leur pays. Mais nous autres Congolais, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas des échanges justement dans le sens de pouvoir justement faire augmenter ou bien du moins faire développer nos frontières au point de vue économique? Donc il y a des sujets sur lesquels qui ont poussé ce voisin à aller au-delà de ce qu'il pouvait se permettre. Je condamne cela. Je ne peux pas accepter aujourd'hui, si jamais un jour Dieu permettait que nous puissions être dans les affaires, je ne peux pas permettre, moi Kibasa Maliba, de voir qu'un voisin souhaiterait travailler avec moi et que l'intérêt de mon pays va dans cet échange économique, refuser. Non, je ne peux pas. Au contraire, je favoriserai cela. Mais si c'est le contraire, si nous avons un voisin qui mairait venir nous tuer pour bénéficier de nos richesses, là, je ne peux non plus pas l'accepter. Donc, cela dépend de la position des uns et des autres. Mais M. Kibasa Maliba, vous ne pensez pas que vous, de l'UDPS, pendant 34 ans, vous avez été opposant. On vit en France, on voit comment est-ce que la politique fonctionne, même pas en France, je voulais dire. On voit comment est-ce que, quand il s'agit de pays, quand il s'agit de l'intérêt des pays, du peuple, tout le monde met ses mains
dans la patte. Mais est-ce que vous attendez à être au pouvoir pour pouvoir quand même changer la situation sur le plan social de la population? Est-ce que vous attendez aussi à être au pouvoir pour pouvoir, par exemple, rééduquer la population congolaise parce qu'il y a besoin de pouvoir sensibiliser la population par rapport aux droits civiques, je voulais dire. Et tout ça, vous attendez que Non. lorsque vous serez Madame Pedra, vraiment, je suis très content que vous ayez soulevé ce point. C'est ça qui démontre le souci actuel que je porte, c'est-à-dire d'abord de réunifier, de réparer les problèmes au sein d'abord de notre propre famille. Parce que je ne me vois mal, moi, puisque vous me posez à moi la question, je me vois mal aller donner des leçons dans d'autres familles, aller prétendre être capable de gérer toute une ville. Si ma propre maison, je ne suis pas capable de le gérer. Non, je me vois mal le faire. C'est pour cela que je pense, puisque vous avez posé la question dans le cadre de l'UDPS, je crois que l'UDPS a d'abord le devoir de démontrer sa capacité de démocratie, sa capacité de gestion au sein d'abord de sa propre famille UDPS. Et après, nous pourrons prétendre amener à ce peuple notre projet de société qui est parfaitement en harmonie avec l'attente du peuple. Donc, à mon sens, il faut d'abord un travail interne au niveau du parti. Et après, aller vers la conquête du pouvoir. Donc voilà, je crois que la réunification prend tout son sens quand on réfléchit sur ce point. Si il faut aller maintenant dans le cadre de nos capacités de gérer le pays, mais nous l'avons démontré, l'UDPS est implanté dans toute la République démocratique du Congo, et d'ailleurs même à l'extérieur. S'il faut comparer en termes, voilà, on va dire dans l'aspect visuel, l'UDPS paraît comme le plus grand parti politique. Mais en réalité, avec cette division, je suis convaincu qu'on est loin d'être le plus grand parti politique à ce jour. C'est pour cela que je pense que c'est le moment d'unir, de réunifier, de remettre en un seul famille politique cette UDPS. D'ailleurs, ça fait partie des préalables qui ont été posés pour, soi-disant, ce dialogue que je trouve toujours inopportun. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre M. Kiba Samaïliba en direct de All Africa. Mais vous pensez que le dialogue, vous venez de le dire, le dialogue donnerait quelque chose parce qu'on voit tous les protagonistes et les grands choristes de la République démocratique du Congo, de l'opposition, entre guillemets, se réunir tout autour de M. Tshisekedi Moulumba pour trouver de consensus à pouvoir donner une paix pérenne par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo. Mais la tangibilité en soi sur le terrain, le peuple vit autre chose et vous réunissez, vous faites que des petites... Mais, vous savez, le sujet du dialogue, c'est vraiment de la poudre aux yeux qu'on a mis dans les yeux et dans l'esprit et dans l'âme des Congolais. Parce que ça fait 2 ans que ce fameux dialogue devait se tenir. L'UDPS a fait des propositions dans ce sens. Mais on ne comprend pas qu'un État, c'est quand même assez révoltant, qu'un pouvoir ne puisse organiser les élections, qui est son devoir, donc une obligation, et prétendre vouloir organiser le dialogue. Mais le dialogue, pour quelle raison? Puisque nous sommes à la fin du mandat de Kabila. Maintenant, on ne va pas non plus se fermer, on ne va pas non plus se voiler la face. La situation est catastrophique au pays. Il faut des solutions. Et qui dit mot dialogue, même quand vous regardez dans le dictionnaire, c'est justement échanger, essayer de voir qu'est-ce que nous pourrions faire. Mais ce dialogue tel que se présentait... Mais échanger comment, excusez-moi, échanger comment du moment où le droit du peuple, excusez-moi, est biaisé, dans le sens où le parti de M. Kabila, il a déclaré ouvertement qu'il n'y aura pas des élections. Parce que ça, c'est un droit de peuple. Quand on l'arrache comme ça, mais quand vous dites parler pour parler sur base de quoi non, et pourquoi, pour quel objectif? Il ne faut pas qu'on se trompe dans nos langages. J'ai bien dit que discuter, c'est important pour trouver une solution. Le dialogue tel que convoqué et proposé par le gouvernement actuel ne convient pas du tout à l'entendement de ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple veut d'abord que ce gouvernement puisse partir. C'est clair. Donc, s'il faut dialoguer, il faut dialoguer avec des personnes
qui vont reprendre le flambeau, qui vont reprendre la gestion du pays. C'est-à-dire qu'il faut dialoguer entre Congolais, certainement sans ce pouvoir, puisque ce pouvoir est sortant. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils doivent être dans ce dialogue. Mais par contre, qu'on ne se leurre pas. Si on ne les implique pas, parce que vous avez cité le parti au pouvoir, mais je pense que ça serait aussi irresponsable de notre part, puisque quelque part, ils se sentiraient aussi totalement rejetés, puisque n'oubliez pas que c'est aussi des Congolais. Le PPRD, comme vous l'avez cité, j'ose le citer parce que c'est une famille politique, est composée des Congolais aussi, qui ont besoin aussi de rester au Congo, qui ont besoin aussi de, même s'ils ne seront plus au pouvoir, mais de participer comme opposition. Nous avons besoin de l'opposition, même si demain nous prenons le pouvoir. Mais nous avons besoin de l'opposition. Il faut qu'il y ait un état de droit au Congo. Un état de droit ne s'applique pas que aux uns et non aux autres. Même quand on commet des crimes, il y a des droits pour des criminels. Donc je crois qu'il ne faut pas mal comprendre les choses, ou bien du moins mal l'expliquer à notre peuple, pour qu'on rejette sans raisonnement cette proposition 277 de la résolution de l'ONU. Ah bah, ça tombe bien, chers téléspectateurs, en parlant de la résolution de la résolution 277. Oui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire parce que le peuple ne comprend pas. C'est quoi déjà? Ce sont des propositions. Dans Si cette vous résolution, pouvez ce sont des l'expliquer, propositions de sortie des crises. Dans cette résolution, puisque nous parlons de qui dialogue, stipule que il a été proposé qu'effectivement que nous nous mettons sous forme de dialogue pour discuter sur le comment sortir de cette crise. Parce qu'il y a crise au Congo. Comment expliquer qu'un pouvoir qui a fait 14 ans de gestion puisse nous raconter aujourd'hui qu'il n'a pas les capacités d'organiser l'exécution? Ça prouve qu'il y a un manque de volonté de pouvoir faire régner la démocratie dans notre pays. C'est pour cela que nous avions eu de la sympathie ou du moins des échanges d'intelligence avec l'extérieur, avec l'ONU, qui nous a fait des propositions. Parce que nous n'attendons pas non plus, nous ne devrions pas attendre que les solutions du Congo soient prises à l'extérieur. Non, les solutions du Congo doivent être prises par des Congolais et au Congo. Mais nous sommes dans un monde où nous vivons la mondialisation. Donc quelque part, il était important que, vu le danger qui règne en RDC, que l'ONU puisse intervenir. Et dans cette intervention, ils nous ont fait cette proposition que beaucoup ont estimée correcte. Donc quelque part, ce n'est pas mauvais de recevoir de l'aide venant de l'extérieur. Surtout pour apaiser la situation du pays. Alors, vous êtes aussi, chers téléspectateurs, je le rappelle ici, Monsieur Raphaël, il est aussi le président de SICOBI. C'est quoi SICOBI? Oui, alors je suis très étonné que vous avez cette information. Au fait, je suis, président directeur de SICOBI, qui est une société, en fait. C'est une société de génie civil. La réalité, c'est que en tant qu'entrepreneur, j'ai des activités. J'ai une société qui est implantée, j'ai des sociétés qui sont implantées en Afrique. J'ai une société qui est dans l'énergie-service. Bon, je ne citerai pas le nom ici pour éviter éventuellement des conflits d'intérêts. Et j'ai aussi une société qui est dans la génie civile que vous avez déjà citée. Mais à part ça, j'ai une coopération. J'ai mis en place une coopération de chambres de commerce du bassin du fleuve Congo qui travaille justement pour apporter des solutions d'investissement dans cette partie de la sous-région, entre l'Afrique et l'extérieur. Et entre-temps, j'ai d'autres activités. En fait, ce sont des activités qui me permettent justement de me défouer sur le besoin que demain aura ce pays. Donc j'anticipe un peu, si vous voulez. Chers téléspectateurs, on va marquer une courte page de pub. À tout de suite. Chers téléspectateurs, nous revoilà sur cette lancée, accompagné toujours avec M. Kibassa Maliba. Vous êtes aussi président de la fondation Kibassa Maliba. Quels sont les objectifs de cette fondation-là? Déjà, il faudrait comprendre ici pourquoi
j'ai mis en place cette fondation? Pourquoi j'ai créé cette fondation? Il était important, vu ce que je vous ai expliqué au départ, ce sentiment de voir qu'il fallait faire disparaître le nom ou l'histoire Kibasa Maliba. Heureusement, d'ailleurs, j'en profite ici pour saluer ceux qui m'ont aidé au niveau du Katanga à débaptiser le stade du Kenya en stade Kibasa Maliba. Parce que justement, voilà encore l'œuvre que Kibasa avait accomplie pendant qu'il était ministre provincial et ministre national de sport et loisirs. Il était important, je pense à mon sens, de créer un espace qui permettrait que justement les gens puissent échanger sur les valeurs que portait ce monsieur. C'est pour cela que j'ai créé la fondation. Quelles sont-ils ces valeurs, monsieur? Les valeurs, nous les avons déjà citées, mais par contre, les activités de la fondation, à mon sens, j'ai voulu rester dans des activités de développement qui ont un lien avec l'économie. C'est pour cela que nous avons chaque année 5 phases que nous lançons. Et dans ces phases, il y a des phases sur des projets, des actions écolo-construction. Il y a des phases sur des projets, des formations en agricole. Donc nous avons de temps en temps des projets comme ça que nous lançons et auxquels nous amenons des financements. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous cherchons les financements et nous finançons ces projets-là. Par exemple, sur l'éducation sportive, pourquoi c'est un projet de cette année? C'est un projet 2017. Nous avions eu des échanges avec, je ne citerai pas le nom, une très grande ville qui souhaiterait justement avec nous, la fondation, remoderniser le stade Kibasa Maliba au Katanga. Par ce projet, nous avons créé justement, ou bien nous avons mis en place le projet de la formation sportive, culturelle, qui sera accompagné de ce projet de construction ou de modernisation du stade Kibasa Maliba. En parlant de la culture, vous êtes un homme politique, vous êtes un entrepreneur. Et quelle est la culture Congo? C'est quoi la culture Congo? Mais la culture Congo est vaste. Vous savez qu'au Congo... En 2 mots, on va dire. Oui, mais elle est riche. En 2 mots, c'est une culture riche et profonde. Parce que, vous savez, moi, par exemple, Raphaël Kibasa, j'ai eu la chance de côtoyer les différents pays qui entourent le Congo. J'ai eu la chance de voir et d'apprécier la culture de 9 pays qui entourent le Congo. Mais curieusement, on retrouve les valeurs de ces cultures au Congo. Vous avez un pays qui a plus de 300 ethnies, le Congo. C'est une vaste richesse culturelle. Mais pour l'instant, je pense qu'il est très important de mettre au-delà de la culture musicale. Parce que je sais que généralement, les Congolais font de la bonne musique, c'est l'image que nous avons au niveau de l'extérieur. Les Congolais s'habillent très bien, ce sont des sapeurs. Tout ça fait partie aussi des valeurs culturelles. Donc, il y a aussi la langue. Il y a la langue, il y a le lingala, il y a le swahili, il y a le chiluba. Le Congo est vaste de richesses culturelles. Chers téléspectateurs, je profite en même temps pour vous annoncer que le 10 septembre de cette année, il y aura bal culturel organisé par la Fondation Kibasa Maliba. Donc, vous êtes conviés. Donc, c'est le 10 septembre 2016. Alors, quel est l'avenir politique de l'UDPS? Waouh! Voilà. L'UDPS en tant que parti politique. Aujourd'hui, je ne vous parle pas sous la casquette de secrétaire national aux relations extérieures. L'avenir politique de l'UDPS, c'est dans la gestion du pouvoir. Tout d'abord, en se réunifiant. Parce que nous ne voyons pas ce parti dans l'avenir sans la gestion du pouvoir. J'ai été très clair sur cette question dès le départ. Nous ne pouvons pas accepter que ce parti puisse avoir de l'avenir en dehors de l'objectif de diriger le Congo. C'est ça l'avenir. Pour justement amener au Congo, aux Congolais et à cette classe sociale qui en a tant besoin, le projet de société de l'UDPS. Et aujourd'hui, ayant amélioré ce projet de société, parce que je vous rappelle que l'UDPS a été créé, ça fait 34 ans. Donc, de nos jours, nous devons accepter aussi
de s'adapter avec le temps actuel. Donc, pour nous, l'avenir, c'est la gestion du pouvoir. Et ça, c'est clair et net. Mais avec tous les autres partis politiques, hein, parce que, je répète ici, je vois mal l'UDPS seul gérer le Congo. Il faut que l'UDPS, d'abord, se réunifie en tant que famille politique, et surtout, comme elle l'a fait, vous avez vu Genval, même s'il y a des points qu'il faut revoir, d'ailleurs, je pense qu'on en parlera aussi la prochaine fois, mais l'UDPS doit montrer l'exemple de rassemblement, d'unité, de coalition, et c'est ça aussi qui fait partie de ces valeurs de l'avenir de l'UDPS. Mais les impressions du peuple congolais, et comme les peuples congolais se disent, mais on dirait qu'il y a une certaine protagoniste, quelques personnes qui ont tenu en captivité l'avenir de la jeunesse congolaise en mettant, je veux dire, les Français bien articulés et tout, pendant que la vie tangible du peuple congolais est laissée. Et on se présente là et on parle, mais la tangibilité sur le terrain, là où la femme est violée, là où la jeune fille de 12 ans, elle se prostitue pour pouvoir trouver des quoi mettre sous la dent, quelle est la part, quel est l'apport de l'UDPS, que ce soit aujourd'hui, il est encore dans l'opposition, quelle est la part aussi de vous, Monsieur Kibasa Maliba, en tant que fondation et en tant qu'association, et quelle est votre part en tant qu'entrepreneur, parce que le peuple congolais est fatigué de discours, de français, de tous les bourras qu'on entend aujourd'hui, mais la tangibilité est quoi? Ce qui est vrai, c'est que dans l'UDPS, il faut que l'UDPS prenne ses responsabilités. Parce que nous avons fait des promesses à ce peuple. Nous avons amené ce peuple dans notre démarche. Nous avons, par nous et à cause de nous et avec nous, ce peuple a été meurtri. Donc, l'UDPS a une part de responsabilité sur l'avenir de ce peuple congolais, de l'avenir de ce patrie qui est le Congo. Donc, pour moi, la réalité sur la part de responsabilité de l'UDPS sur ce qui se passe, c'est aussi la prise de responsabilité des cadres de l'UDPS. Je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que certains s'accaparent de ce parti? Et c'est quelque chose que je déplore, qui est une réalité, puisque nous le voyons. Souvent, des décisions de ce parti sont citées par des gens qui ne sont pas des dirigeants de ce parti ou qui ne représentent même pas les valeurs de ce parti. Chacun sort de chez lui le matin. Au nom de l'UDPS, parce que je m'appelle Kibasa, je me permets de dire que le parti s'engage dans ci, le parti s'engage dans cela. Cela doit cesser. C'est pour cela que le respect des règles au niveau même de l'UDPS redevient une obligation, mais impératif, parce que il faut que l'UDPS prenne le pouvoir, il faut que l'UDPS prenne la gestion du pouvoir. Ceux qui le font doivent être repris par les cadres et responsables du parti. Et c'est ce que nous faisons. Mais comment voulez-vous reprendre quelqu'un qui s'était autoproclamé responsable de l'UDPS ou qui s'est autoproclamé cadre de l'UDPS? Ce qui a favorisé ces comportements, c'est la division de l'UDPS. C'est pour cela que je répète, en tout cas ce qui concerne l'UDPS comme parti politique, on est dans l'obligation d'aller d'abord à régler, à faire respecter notre règle de gestion de parti et surtout aller dans la réunification pour permettre justement de bien orienter le parti dans sa réalité. Ou peut-être c'est une façon de dire à la population congolaise, chers téléspectateurs, que le pouvoir en place a échoué, l'opposition de la République démocratique du Congo ont aussi échoué, et c'est le temps de peut-être conjuguer l'article 64. Bon, je ne crois pas qu'il faut être pessimiste dans tous les points. Il faut essayer aussi d'être réaliste. Aujourd'hui, on voit très bien que le peuple est debout. Le peuple congolais n'est plus dupe. Il comprend ce qui se passe. Le peuple congolais n'a plus besoin d'éveil. Il est déjà réveillé. Parce que j'ai été quand même très honoré de voir. Mais mal orienté. Réveillé, mal orienté, ça revient que le peuple, jusqu'aujourd'hui, ils sont encore floués. Nous ne sommes pas encore assez organisés pour
prétendre avoir la capacité de gérer un peuple aussi formidable que le peuple congolais. Nous ne sommes pas encore assez organisés. Vous savez, quand il y a une diversité d'intelligence, ça crée un certain désordre. Il faut avoir une certaine force et un sens d'organisation et des responsabilités pour pouvoir encadrer tout cela. Voilà un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Quand on a un gouvernement qui n'est pas capable de donner des orientations claires et démocratiques sur l'avenir d'un pays, c'est normal qu'il y ait des Mais vous, la jeunesse, faites la différence. La jeunesse, on se rend compte et on prend nos responsabilités. C'est pour cela que nous, la jeunesse, parce que j'espère que nous sommes dans la même jeunesse, nous devions apporter, c'est-à-dire que nous devons prendre compte de ce que nous avons appris au niveau extérieur, auprès des études, auprès des créations d'entreprises, qu'on prenne cet exemple pour pouvoir aller bâtir notre pays. C'est ça la responsabilité de la jeunesse. C'est ça la place de la diaspora. C'est d'apporter une émergence, un développement au niveau local, au niveau du pays. Nous devons nous recenser ici, nous remobiliser pour pouvoir descendre et aider notre peuple. Ça tombe très bien, en parlant de la mobilisation. On vous a observé ces derniers temps au milieu de dites combattants, les forces vives du mouvement de changement ici à la diaspora. Quelle est votre démarche dans ces cadres-là? C'est toujours dans le sens de pouvoir réunifier? Mais ce qui est vrai, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la diaspora a envie de s'organiser. Et je suis très fier d'ailleurs de parler de cette diaspora, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on l'a traité de tous les noms. Mais à cause des combats qu'a conduit la diaspora, aujourd'hui, l'éveil est pratiquement acquis au niveau des Congolais de l'extérieur. Donc, cette même diaspora a envie de s'organiser. Alors, à chaque fois qu'on m'a demandé d'y être, j'ai toujours répondu présent dans les rendez-vous de la diaspora. J'étais en Belgique, j'ai vu tous ces combattants, tous ces leaders combattants qui ont besoin de s'organiser. Nous nous sommes entendus à mettre en place une forme d'organisation où, à chaque fois qu'il y aura besoin, nous allons nous présenter au nom de la diaspora pour faire avancer les idées de la diaspora. Que ce soit ici, en France, avec nos amis de la résistance, avec nos amis de la coalition, avec nos amis des associations, Raphaël Kibassa, je vais partout là où il y a des Congolais, là où il y a l'intérêt du peuple congolais, pour y apporter mon édifice. Donc, quelque part, c'est une démarche tout à fait noble et responsable de ma part, je pense. Maintenant, après, c'est à vous d'apprécier. Si peut-être que dans certains milieux, vous n'aviez pas été enchanté de me voir, peut-être que vous aurez l'occasion de me le dire. Chers téléspectateurs, nous sommes accompagnés de M. Kibassa, mais il y a quelque chose qui bat, qui fait mal à la population congolaise à chaque fois qu'on essaye de citer les noms du Sphinx, l'adoré Messieurs Tshisekedi, il faut dire les choses. Vous, le partisan de l'UDPS, vous ne les supportez pas. C'est comme si on blasphémait. Pourquoi ce comportement au sein de l'UDPS? Parce que quand on est opposant, on pense qu'on est opposant pour un peuple. Pendant que si la personne, elle est validée par rapport à ce qu'il fait. Quand Papa Tshisekedi Wamulumba fait quelque chose que la population n'apprécie pas, allez, ça va dans tous les sens, les partisans de l'UDPS c'est soulèvent d'une manière. Pourquoi? Non, mais on ne peut pas enlever au fondateur Tshisekedi l'amour que ce peuple lui porte. Non, on ne peut pas le lui enlever. Nous l'avons vu quand non, mais là, on parle de la population et des partisans de l'UDPS. Je sais que dans la crise de l'UDPS, il y a des gens qui l'ont condamné du fait qu'on ne le voyait plus et que, que d'autres personnes parlaient à sa place. Mais aujourd'hui, il est là. Je pense que c'est un être humain. Il faut l'approcher, il faut lui dire et avec lui essayer de trouver des solutions qui permettraient que la famille l'UDPS, puisqu'il s'agit de ça que nous parlons, puisse se retrouver dans ses valeurs. Je vous pose la question, monsieur Raphaël, vous, entrepreneur, nous avons vu comment est-ce que les Congolais sont molestés, surtout en Inde, le gène, l'avenir du Congo, tués à coups de machette, brûlés et tout ça. Quel est votre positionnement par rapport à cette situation-là? Mais madame, on ne peut être que mal à l'aise. On ne peut être que mal dans sa peau quand on voit ses confrères se faire massacrer comme on l'a vu en Inde, comme vous l'avez cité. Il faut des responsables
qui savent réellement encadrer l'image et l'avenir de ce peuple et de ce pays pour que cela ne se répète plus. Ma position est claire, je ne peux accepter ce genre d'humiliation, je ne peux accepter ce genre de tuerie. Et d'ailleurs, c'est même pour cela qu'aujourd'hui, nous nous engageons véritablement dans le sens de défendre l'intérêt de notre patrie et de notre peuple. Chers téléspectateurs, la question elle est posée à M. Raphaël. Quel est votre conseil à la femme congolaise aujourd'hui de la diaspora? Parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de dépravation par rapport aux valeurs basiques de notre culture en tant que femme. En tout cas, le sujet de la femme est un sujet qui m'a toujours touché et intéressé. Pourquoi? Aujourd'hui, quand on voit que la femme est violée au Congo, elle est humiliée, elle est tuée, elle est écartée, c'est tout simplement révoltant. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission. Vous avez un dernier mot à dire au cher public? En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu plaisir d'échanger avec les spectateurs, puisque je n'ai pas toujours eu l'habitude de faire des entretiens ou d'accepter de me faire filmer ou essayer d'échanger avec mon peuple. Je n'ai pas toujours cette habitude, pas parce que je ne le veux pas, parce que je pense que dans une vie, dans la vie de tout homme, il faut apprendre à accepter certaines circonstances de la vie. Aimer apprendre les choses. Savoir prendre le temps de comprendre les choses avant de se permettre de venir et parler aux siens. Aujourd'hui, ce fut un plaisir exceptionnel de m'adresser au peuple congolais. Pour leur dire, d'abord, je suis très fier de me savoir congolais et je suis très fier de la diversité de leur intelligence. Et je me porte à leur service pour qu'ensemble, qu'on arrive à bâtir ce Congo, ce grand pays Congo qui est notre terre patrie. Congo, soyez fiers de vous. Je sais que nous passons de moments très difficiles. Nous avons été extrêmement humiliés. Mais le temps est arrivé. Et Dieu a permis à ce que, pendant ce que nous souffrons, sa gloire se manifeste aussi. Si aujourd'hui nous sommes là et que nous parlons de ce pays avec une telle détermination, avec autant de moyens que nous l'avons aujourd'hui, c'est que le temps est venu pour que nous nous lèvons comme un seul homme, afin que ce Congo puisse réellement entrer dans son histoire. Donc, par l'amour de notre patrie, je vous remercie. Chers téléspectateurs, vous avez suivi M. Raphaël Kibasa Maliba dans l'émission All Africa animée par Mia Pedra. Avant de finir cette émission, je voudrais remercier ici la société qui nous a réussi, J-Jazz, et notre cher caméraman Eli Mpoyi. Et je voudrais lancer un appel à la population, peuple congolais. C'est le temps de s'élever. C'est le temps de s'élever debout, debout. À très bientôt dans votre émission All Africa. Ciao.